Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ça démarre très très mal. Bonsoir, mais il fait chaud et heureusement. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Mes camarades Zélie Dallemagne et Andrea Vilchange qui sont là, qui me font des signes de la tête, qui sont un peu amusés par mes faux démarrages, filment et répondent en direct à vos commentaires et à vos questions comme tous les lundis. Bonsoir à vous deux. Ce soir, Zélie, Andrea et moi-même accueillons les auteureux, metteurs en scène, metteuses en scène, comédiennes et comédiens de la pièce musicale. Mais quelle comédie, créée en 2021, reprise cette saison en alternance à Richelieu du 23 mai au 21 juillet, c'est-à-dire jusqu'aux vacances. Bonsoir Marina Hans. Bonsoir. Et bonsoir Serge Magdassarian. Bonsoir, vous allez bien? Écoutez, ça va. Bon. Et vous? Moi, ça va. Un petit peu, voilà, en répétition. Oui, on a répété toute l'après-midi oui, là. ça va. Tout va bien. Il y a un grand rideau à paillettes, il y a des musiciens, on chante, on danse, ça va? Oui. Vous êtes sur le plateau. Vous n'êtes plus on est sur le dans plateau les sous-sols non, on n'est plus dans les sous-sols. Les tréfonds de la comédie française. Non, vous non. êtes monté à la Richelieu. On est sous les projecteurs, dans les paillettes, avec la musique. Ouais. On les est belles vernis. lumières de Bertrand On est vernis. Rutter. On est vernis. Ouais, bah oui, Ouais. franchement. Alors, mais quelle comédie est née, je cite Éric Rue, votre administrateur général préféré, d'une envie de franche rigolade et d'un pur divertissement, sans chichi, mais avec paillettes rondes et bien dorées. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par là, mais on voit quand même à quoi ça peut ressembler. Une envie de couleurs, de costumes, de musique, de plumes, de blagues, d'émotions et de légèreté. Vous avez conçu ce spectacle en pleine pandémie, alors que les théâtres étaient fermés, les plateaux étaient silencieux. Vous étiez, vous, la troupe, quand même, sans public, privé de ce public depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, hors de ce contexte. C'est-à-dire en 2024, il fait beau, vous reprenez cette pièce qui aurait pu devenir caduque comme un certain nombre d'œuvres écrites au moment du confinement, ne l'est pas. Vous l'avez déjà reprise, vous la reprenez une nouvelle fois là, au moment de l'été. Et comment vous expliquez sa pérennité, le fait qu'elle soit passée à un autre niveau, un autre level, comme diraient les jeunes? Il y avait une envie, Marina, je crois, de la troupe depuis longtemps de parler de la comédie musicale d'une façon ou d'une autre. Avant le Covid, on pensait à un moment donné faire un cabaret autour de Jacques Demy. Puis après, on avait évoqué Michel Legrand, je l'avais eu au téléphone, on lui avait parlé, il se disait oui, sans doute, etc. Puis il est mort, donc bon, ça ne s'est pas fait. Et puis... mais en tout cas, c'était envie de comédie musicale. Elle est dans la troupe depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens qui admirent ça. Et puis on avait quand même, entre autres, une spécialiste en comédie musicale. Parce que toi, tu as une culture anglaise qui... Pas non, plus que l'expert. toi. Bah si, quand même. Mais enfin, je sais pas, en fait, la comédie musicale, elle a toujours été créée sur un fond de crise sociale. C'est la genèse de la comédie musicale aux États-Unis. Ça a toujours été une crise terrible, sociale, politique, économique. Donc c'était vraiment intéressant quand on a été sollicité par Éric pour cette chose-là, de se dire le nerf de la comédie musicale, la générosité cette forme-là, elle vient beaucoup du fait qu'elle s'est créée sur un fond de crise, quoi qu'il arrive. Et en fait, on se disait, enfin moi je me disais un peu, bon, bah alors oui, d'accord, il n'y a plus de Covid dans le genre. C'est vrai que ça a été le point de départ. Mais finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, je me dis, bon, une petite comédie musicale ne fera de mal à personne. Encore en 2024. Les vertus de la légèreté, c'est ça? Oui, de la générosité, il y a quelque chose... C'est très inclusif aussi, le public est pris à partie d'une certaine manière. Et puis après... ce qui est beau là et ce qui est très différent, je pense aussi des autres spectacles musicaux dans les autres théâtres, d'une certaine manière, c'est que c'est une comédie musicale jouée par des acteurs, chantée par des acteurs, dansée par des acteurs. Donc, même si tout autour est vraiment très pointu, c'est quand même l'interprétation qui prime, c'est la... Qu'est-ce que ça change? À part, pour vous, on y viendra. Alors, pour moi, vous, c'est un ça change des tas charme de fou. choses. Mais qu'est-ce que ça change, Les acteurs, justement, quoi.
parfois on soit au bord de la fragilité ou que il y a quand même quelque chose de l'ordre du courage d'y aller, de chanter, de danser. C'est-à-dire qu'il y a un côté performatif dans la comédie musicale quand elle est faite par des gens dont c'est la spécialité, qui sont des sortes d'athlètes de leur art, parce qu'il faut être à la fois bon acteur, mais surtout bon chanteur, mais surtout bon danseur. Il faut souvent être drôle, parce que souvent c'est souvent rigolo, donc il faut avoir la vis comica, comme on dit. Ça demande des gens, des artistes particuliers et qui ont un savoir-faire très défini. Là, c'est des acteurs qui, pour certains, ne savent pas très bien chanter, ne savent pas tout à fait danser tel qu'on pourrait l'attendre dans la comédie musicale. Il y a une forme de perfection dans la comédie musicale, ça fait partie du format. On est confronté à ça. Et donc, les acteurs, ils apportent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une forme de vérité. Et ils mettent à la disposition du public le pont qui est entre leur cœur, leur âme, et les textes qu'ils sont en train de dire, les textes qu'ils sont en train de chanter, les situations qu'ils sont en train de vivre en 3 minutes. Et ça donne une dimension phénoménale parce que tout est joué, tout est vécu. D'un seul coup, tout est ressenti. Et ça pallie tout. Ça pallie l'éventuelle fausse note, encore qu'il n'y en a pas beaucoup. L'éventuel faux pas, et là, il y en a de moins en moins. Donc ça devient... Enfin, moi, je les regarde. Je suis tout à fait admiratif. On est tout à fait admiratif de nos camarades. On les regarde comme des génies, quoi. Ils sont vraiment formidables. Le génie laborieux, dit Éric Ruff, au sujet de cette troupe qui livre quand même un spectacle parfaitement abouti, enfin un spectacle musical, une comédie musicale parfaitement aboutie et extrêmement précise. Et c'est vrai que c'est étonnant. Oui, c'est des répétitions. On ne s'attend pas à cela. Dans cette reprise, changement un peu de distribution, ça veut dire que vous avez quand même des camarades qui prennent le train en marche. Vous avez un peu plus de temps, vous a donné un petit peu plus de temps parce que l'exercice est différent. On a un petit peu plus de temps, mais pas tant. Hein. Qu'est-ce que ça change là ? On viendra plus précisément sur ce que dit, ce qu'on raconte, cette comédie musicale, mais le fait de changer un peu de distribution, ça change forcément certains morceaux, parce qu'il y a des choix personnels, il y a des choses qui racontent, qui sont chantées et qui racontent un personnage plutôt qu'un autre, ou un membre de la troupe plutôt qu'un autre. Là, vous avez dû modifier le c'est pas une reprise classique quand on prend un spectacle et tout d'un coup quelqu'un rentre dans les chaussures de l'acteur qui l'a créé. C'est qu'on recrée entièrement en fait le moment ou le numéro entre guillemets du nouvel interprète en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a à dire, de ce qu'il a à donner, à offrir au public. Dans cette forme-là. Alors c'est vrai que ça m'arrive de me dire mais tout le monde devrait y passer dans la troupe. Parce qu'elle est très plastique en fait, cette pièce finalement. Elle peut absorber, c'est son propos, on y viendra, mais elle peut absorber tous les gens de la troupe. Complètement. Complètement, il y a toutes les générations. Elle a été pensée comme ça, vous êtes en train de vous en rendre compte? Ah non, dès l'origine c'était conçu comme ça. Dès l'origine, Marina et moi avons rencontré tous les acteurs. Un par un, on leur a expliqué le projet qui était... alors, pas le temps de parler de nos propres personnes, mais en tout cas de partir de nos envies et de parler de notre art et de parler de ce que c'est que de travailler dans cette maison et de parler de ce que c'est que d'être en troupe pendant des années, de ce que ça représente pour nous que d'investir autant de temps, parce qu'on passe énormément de temps dans cette maison. Qu'est-ce que ça fait? Quelles conséquences ça a sur nos vies de famille, sur nos vies personnelles, sur... comment tout ça s'articule harmonieusement ou pas, comment on faisait une sorte d'état de nos envies et de notre façon de travailler dans cette maison, mais on le fait sous un vecteur qui est celui de la comédie musicale, donc avec profondeur, joyeuseté, si on peut dire ça, et grand bonheur en tout cas, et toujours avec la musique. Ouais, c'est ça. Alors vous, Marina, vous allez être en alternance ? Oui. Donc vous allez quitter un peu le nid, votre petit, quoi, pour un autre petit, puisque vous mettez en scène un Pirandello que vous aviez dirigé pour le théâtre à la table, que vous mettez en scène pour la scène cette fois-ci. Oui. Vous partagez la chose avec Jennifer Decker. C'est votre double. Oui. C'est fait, c'est un peu... comment ça se raconte, ça, justement? Parce qu'il y a des thèmes qu'on peut partager. Hein. Je suis sûre qu'on trouverait des trucs entre nous. On dirait la même chose. Hein.
Donc en fait, entre Jen et moi, après pour des questions, on était déjà en alternance à la création, de toute façon, sur cette partition. La partition, elle a été créée par Jen et nous, d'une certaine manière, mais ça fait aussi partie du système de la maison, de pouvoir par moment être sur différents spectacles. Donc c'était pas forcément prévu que je sois dans l'alternance cette année-là, en tout cas cette saison. Mais comme je suis prise ailleurs. Mais c'est vrai que moi, ma mise en scène, enfin de toute façon, tout ce que je fais ici a commencé. Moi, j'ai démarré avec les répétitions de Mes Quelles Comédies. Vous êtes arrivée en avril 2020 quand même, c'est-à-dire le moment béni où tout s'arrête. Ouais. Vous rentrez dans une troupe. Dans un théâtre en crise, avec des gens extrêmement angoissés, extrêmement inquiets, avec une détresse mondiale quand même autour. Et c'est quelque chose, moi je sais pour moi, en tout cas dans la pratique de mon métier, il y a un avant, un après cette chose-là, dans ma manière en tout cas de réfléchir ce métier et quoi proposer au public. Et c'est vrai que tout le temps je me dis, mon Dieu, mais un spectacle entièrement dirigé vers le public, avec une forme dépouillement, enfin, c'est-à-dire une sorte de simplicité aussi, de dire voilà, nous on est là pour vous, on est là avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et en même temps on a besoin les uns des autres. C'est à la fois le thème de Mes Quelles Comédies et la genèse de ce spectacle, et aussi le thème de ce personnage en quête d'auteur de Pirandello. C'est vrai que cette pièce, elle est légère, enfin, c'est une comédie musicale, elle assume parfaitement cela, elle est tendre, elle est drôle. Il y a des gags, mais elle questionne quand même un certain nombre de sujets beaucoup plus profonds, comme le rapport au public, et aussi elle pose la question, peut-on vivre sans théâtre? Alors elle y répond assez vite. Mais comment est-ce que tout ça s'équilibre? C'est-à-dire qu'on arrive à faire des numéros d'Isos de Bonaventure totalement burlesques, ou des grands numéros sur... je ne vais pas tout dévoiler, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, Jen Manson, votre passion. Jen Manson, oui, c'est un... Qui n'a pas l'air d'être totalement partagé par vos camarades. On sent quand même une sorte de... Mais vous voyez que je peux faire mon numéro quand même. Défiance. Oui, il y a une vraie défiance, mais il m'accompagne. Il m'accompagne, oui. C'est-à-dire que quand on songe un peu aux paroles de « Faisons l'amour avant de nous dire adieu », de ce que ça engendre quand même, de ce que ça veut dire. Pour vous, Serge. Ah bah oui, je sais pas, oui d'ailleurs, peut-être pas pour tout le monde. Enfin moi c'est un truc qui me paraît énorme, donc voilà. Donc peu importe, mais c'est pas. En fait tout ça part de la tragédie, parce que je n'ai joué qu'une fois dans une tragédie et je pense que j'ai pas fait mon meilleur spectacle, mais enfin bon, c'est autre chose. Mais j'ai toujours cette frustration là, et donc quand il s'est agi de parler de moi, puisque moi aussi comme Marina on a eu droit au chapitre à un moment donné. Chacun devait apporter quelque chose de personnel. C'est totalement nouveau dans votre fonctionnement. Oui. Vous avez l'habitude de lire les grands textes, théâtre de répertoire, et là. Il faut aller convoquer des choses quand même très personnelles, de sa pratique, de sa vie quotidienne. Oui. Il y a la vie quotidienne du théâtre qui rentre dans l'histoire. Et vous, Jen Manson. En sachant que les acteurs ramenaient ce qu'ils avaient envie de dire, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout question d'être impudique, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait voulu parler de son art à travers un personnage fictionnel, d'ailleurs il y en a certains qui le font. Moi d'ailleurs quand je chante Jen Manson, c'est pas moi, heureusement, mais il y a d'autres passages qui sont vraiment très proches, qui sont à l'os, qui sont vraiment très proches des acteurs et qui nous confient ça, et c'est une grande responsabilité que de les mettre au mieux. Mais il fallait de toute manière que tout le monde, tous les participants à ce spectacle kiffent très sérieusement ce qu'ils allaient faire. C'était absolument nécessaire que chacun profite d'un cadeau, en fait, d'une occasion rare qu'on a dans cette maison, que d'aboutir un petit numéro, une petite chose, et qu'on y aille et qu'on présente à notre public. Ça, c'est formidable. Les répétitions, vous kiffez ou c'est quand même... un moment, il faut revenir à un niveau en chant, revenir à un niveau en danse. On kiffe à fond. Vous kiffez à fond. C'est-à-dire qu'on adore ça. On adore... Marina, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est plus difficile qu'une pièce. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que les acteurs, en fait, évidemment, ça les déplace de leur zone, je dirais pas de confort, parce que personne ici ne cherche une zone de confort, mais en tout cas de connu.
Et c'est l'inconnu se préparer pour une comédie musicale. Et c'est vrai que régulièrement, on dit non, il y a quand même la musique, il y a quand même un timing, il y a quand même une chorégraphie. Et donc, il faut rentrer à un moment dans un aspect un peu technique quand même. Mais j'ai l'impression que toute la fantaisie qu'il y a autour de cette mise en place de ce spectacle, j'ai toujours l'impression, en tout cas ça me fait encore le même effet maintenant, que ça fait du bien à tout le monde. Même dans la conception, quoi. Régulièrement, j'entends des petites bribes, genre, faut que je me remette au cardio, ou... C'est-à-dire, c'est le début des nouvelles, de bonnes résolutions avant l'été. Oui, c'est ça. C'est un côté, c'est vrai qu'il y a quelque chose, ça demande la comédie musicale au niveau du corps et de la voix et de l'investissement et tout ça, oui, d'être relativement en forme, mais c'est très intéressant aussi pour un acteur de se dire ça. C'est-à-dire de se dire, voilà, il faut être en forme, il faut être dans une forme de lumière, c'est-à-dire que ça oblige, voilà, aussi parce qu'il faut la force de donner. C'est vraiment quelque chose qui est donné aux gens. Le côté un peu personnel, alors il y a la mémorisation des textes, il y a deux mères de famille, actrices qui doivent gérer le dîner, en même temps la représentation, il y a le rythme. Ça, il y a une scène avec Elsa Le Poivre qui raconte ce rythme qui est le vôtre, c'est-à-dire et puis les changements de territoire littéraire, dramatique. Le matin, une répétition des damnés, l'après-midi, une représentation de Marcel Aimé, et le soir, Lucrèce Borgia. Tout ça, ça devient de la matière théâtrale, hein, ou ça reste quelque chose de personnel qui est livré. À quel moment, est-ce que ça change en fait de territoire, une fois que ça devient de la comédie musicale? La forme de la comédie musicale, de toute façon, poétise l'intimité. La rend, l'emballe d'une certaine manière. Il y a un emballage, en fait. Donc, effectivement, on n'est pas dans une forme d'impudeur, ni même... Il y a beaucoup d'autodérision aussi. Il y a quelque chose d'assez guerrier, en fait, je trouve, dans la possibilité de chanter, de danser, de raconter quelque chose, même de mélancolique. En quoi c'est guerrier? Parce que ça pour demande, vous, en tant qu'acteur ou actrice? Parce que ça demande une lumière, ce que je disais tout à l'heure, ça demande une énergie, ça demande un savoir-faire, ça demande de s'adapter aussi à la musique. C'est vraiment la comédie musicale, c'est quelque chose... c'est une matière qui se crée par la collaboration encore plus qu'une pièce, puisqu'il y a aussi les musiciens, il y a aussi les techniciens avec les micros. Tout d'un coup, c'est tout le théâtre qui se mobilise pour un moment. Donc, ce qui est très beau, et justement ce que j'adore moi dans ce spectacle, c'est qu'il y a ce côté très à échelle humaine de la confession, ou en tout cas de quelqu'un qui raconte... ses déboires, ou qui raconte son rapport à son travail, ou à sa vie. Il y a une démystification un peu du métier d'acteur. Et pour autant, est-ce que la comédie musicale... c'est tellement performatif en même temps que ça ne peut pas être démystifié. C'est-à-dire, il y a cette chose de savoir faire les choses comme ça, de façon... quand Serge chante, par exemple, c'est tellement puissant que justement, il y a ce côté, je sais faire, je vous donne... mais je dis des choses qui sont à fleur de peau. J'adore ce mélange. Le côté, je sais jouer, chanter, l'artiste absolu, quoi, qui est une espèce de mythe anglo-saxon, justement. Est-ce que tous les artistes l'ont? Se dire, je vais pouvoir le faire. Ouais. J'aimerais savoir tout faire, mais ça, je veux savoir. Je ne sais pas si ça existe, en fait, moi, un acteur. En plus, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait un peu monstrueux, quelqu'un qui saurait tout faire. Ça veut dire quelqu'un qui aurait traversé dans sa vie toutes les émotions, toutes les situations, Je ne sais pas si ça ne serait pas très, très effrayant. Moi, j'aime bien aussi rencontrer chez les acteurs des limites, justement pour qu'ils puissent les repousser un petit peu, ou justement les montrer qu'ils sont au bord de là où ils peuvent aller. Ça, c'est joli aussi, mais ça peut être très puissant. Mais le mythe de l'acteur, en tout cas, couteau suisse et qui sait tout faire, moi, j'y crois très, très moyennement, en tout cas. Et je ne sais pas si c'est très intéressant. Maintenant, on est dans une ère où, avec la virtualité, on peut être tellement à la fois parfait physiquement, parler toutes les langues d'un seul coup à l'aide d'un bouton. Cette donnée-là n'est plus une donnée, c'est pas une donnée, c'est pas une donnée humaine. C'est pas une donnée humaine, donc la performance en tant que telle, c'est pas très intéressant. On est quand même un des seuls arts où
où la réussite est aussi importante que l'échec. Et ça peut être très beau un acteur qui ne sait pas, ça peut être très beau de jouer sur justement la perte de quelque chose et de le montrer, à condition qu'on le donne en partage, c'est toujours une question de générosité. Mais le public reçoit ça, J'en suis un sûr. acteur qui ne sait pas, un Je acteur suis qui a sûr. ses limites. Je suis sûr, bien sûr. En tout cas, c'est toujours intéressant si l'acteur a la main mise sur ça, évidemment. S'il le subit, ça devient une séance de torture pour tout le monde. Mais si à un moment donné, il donne en partage une chose comme celle-là, ça peut être la plus belle chose du monde. Donc c'est un spectacle qui a déjà été repris l'année dernière. Le changement de contexte, qui est une espèce de saut quantique quand même, parce qu'on est passé de la sortie du confinement à une période à peu près normale où le cerveau a oublié une partie de tout ce qui a été subi pendant ces périodes de confinement. Ce changement de contexte, est-ce que vous pensez que ça change la réception du spectacle ? Qu'est-ce que les gens vous disent lors de la première reprise l'année dernière ? Ah non, nous, on a toujours eu un accueil très, très particulier, très singulier. Je pense qu'il y a, en dehors de la situation de crise sur laquelle, évidemment, le spectacle a été créé, il y a le fait que la Comédie Française, avec sa force de frappe d'une certaine manière, sa mission... on est souvent habitué à, comme vous disiez tout à l'heure, à ce que les acteurs jouent leur rôle, rentrent dans des styles. Là, le fait que les acteurs soient aussi proches d'eux-mêmes, ça crée une intimité avec le public qui est assez inédite dans cet endroit, je pense, et qui crée une empathie du public, en tout cas, je crois. C'est-à-dire de voir des acteurs qu'on a vu jouer justement dans un type de performance, ou parfois dans des choses très dramatiques, ou des choses très, formelles. Étonnamment, il y a aussi tout d'un coup leur fantaisie, leur poésie, leur lâcher-prise, et de s'apercevoir que l'entreprise, enfin le choix de vie d'un artiste passe aussi par des choses très primaires. Que c'est pas seulement... Oui, ça c'est assez présent, oui. Et c'est assez beau. Et que c'est aussi très proche de l'enfance, proche de la fantaisie, proche de ce que c'est que ce que disait Serge, d'utiliser un plateau, d'avoir le cadeau, d'avoir des musiciens qui sont là, et vous voyez ça du point de vue de différentes générations dans le spectacle en plus. Mais tout le monde partage cette chose-là. Et donc, je pense que ça, au sein, disons, de la Comédie Française, ça crée une proximité, un focus en tout cas, sur les artistes de la troupe, un petit peu différent, d'une certaine manière, de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, évidemment pas. Mais en tout cas... dans le rapport au public, ça apporte une nouvelle donnée. Oui, je pense que ça apporte... on peut voir Mais quelle comédie et se dire... aussi par les thèmes abordés, parce que c'est beaucoup l'envers du décor, donc c'est beaucoup le besoin du plateau, la solitude, la difficulté du travail, etc. C'est beaucoup la vie d'artiste, évidemment, qui est abordée, et la vie d'artiste de troupe. Je pense que ça crée... on voit une fragilité, peut-être, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, on voit une chose plus à échelle humaine aussi, même si c'est par le prisme de la comédie musicale, parce qu'il y a cette générosité, cette lumière-là. Moi, j'ai toujours senti ça avec ce spectacle, en tout cas, y compris quand je jouais pas et que j'étais dans la salle et tout. Il y a un truc qui se passe avec le public de très simple. Vous, Marina, vous êtes arrivée sur ce spectacle, vous arriviez à la Comédie Française. Ouais. Donc, ce n'est pas un endroit que vous ne connaissiez pas, puisque vous reveniez. Ouais. Mais vous étiez partie en 2007, je crois. Ouais. Donc, je connaissais pas vous ne connaissiez pas Serge. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les deux à la Colle sur une comédie musicale, c'est-à-dire un exercice qui peut être périlleux, à écrire, à mettre en scène, vous, des gens que vous connaissiez. C'est grâce à Serge, moi. Parce que Serge a accepté de collaborer avec moi alors qu'on se connaissait. Vous avez pris la petite nouvelle, vous avez dit bon d'accord, je prends la petite nouvelle. Non, mais c'était une idée d'Éric. Oui, c'était une idée d'Éric. Et non, mais cela dit, Serge aurait pu dire, je sais pas, c'est un gros machin, peut-être je vais... Enfin, je sais pas, ça a été quand même une opportunité pour moi extraordinaire. Eh ben, pour moi aussi. Vraiment, vraiment. Allez, dites-vous les choses. Non, on se les dit parce que Marina sait l'affection énorme que j'ai pour ce genre.
Et moi, je devinais chez elle, et de sa façon de parler du théâtre et de sa jeunesse, etc. Enfin, je ne vais rien dévoiler ici, mais enfin bon, je sais que Marina a vu énormément de comédie musicale, adore ce genre, et puis a une connaissance vraiment tout à fait considérable de tout ce qui s'est créé autour de ça, y compris sur les scènes à Londres. Et donc c'était un grand plaisir et un grand bonheur de partager le travail avec elle, d'avoir son point de vue. On avait tellement les mêmes goûts, c'était incroyable. C'était incroyable. On s'est retrouvés cette chanson, ce truc, parce que Serge, c'est pas, il a une connaissance comme ça de plein d'interprètes différents très bon dans la même chanson. En blind test. On m'a dit que vous aviez... Comment on sait ça? Oui, et Jérémy Lopez aussi. Ah bah oui. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Il y a des gens qui parlent dans cette maison, vous savez. On fait des blind tests sur un seul spectacle. Sur le Fedo, on faisait ça pour se mettre dedans, pour trouver l'énergie. On faisait des blind tests effrénés en salle de maquillage. Et sur un blind test comédie musicale, vous êtes à égalité. Bon. Ah, il gagne, je pense. Sur les chansons. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles moi, j'ai découvert des choses grâce à toi, vraiment. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire les dames qui boivent des coups, là, et qui s'échangent des mots. Ah oui. Ça, c'est toi qui Sondheim et tout ça. Sondheim, tu connais tout ça. Je connaissais ça, mais ça ne m'était pas revenu, quoi. Et oui, c'était... Donc vous êtes vraiment fait plaisir, parce que vous ne vous êtes rien refusé. Aucune difficulté, on était même dingue. Aucune référence aux grands music halls. Nous, on a quand même osé dire, tiens, ça serait bien qu'on fasse Get to Dance de Chantons sous la pluie. Et alors là, j'ai vu tout le monde, musiciens, chorégraphes, nous regarder en nous disant, ah oui, mais là, on parle quand même d'une des plus grandes comédies musicales de l'histoire de la comédie musicale et d'un numéro... Et on leur a dit, bah oui, on va le faire. Et on l'a fait. Donc, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était raisonnable. Non. Rien n'est raisonnable quand même dans cette histoire. Non, et puis même il y a eu des chansons qui ont été réarrangées comme Mourir sur scène de Dalida, chantée par Anne Kessler, a cappella. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce spectacle, mais enfin, je veux dire, en termes pour moi, de mon point de vue, c'était incroyable la connexion qu'on a eu avec Serge et les directeurs musicaux, Benoît Yambin et Vincent Leterme, et les acteurs, c'est-à-dire pour partir effectivement de chansons qu'on aimait et de les amener comme ça à la scène, enfin avec ces interprètes-là. C'est vrai que c'est... Est-ce que c'est la force des chansons populaires, de la musique populaire, que d'emporter tout le monde? Oui, encore qu'on n'a pas choisi les choses les plus connues. On aurait pu faire une sorte de panagérique des grands succès, des grands hits. C'est pas le cas. Il doit y avoir peut-être un quart des chansons qui sont populaires et connues, et puis un quart que les gens ne connaissent pas du tout. Donc c'est très bien. Il y a un mélange certain entre des choses qui sont immédiatement accessibles à tout le monde et des choses que des gens vont découvrir. Ça, c'est important. Et puis on a eu beaucoup de chance parce qu'au moment où on a créé le spectacle, quand même, on était dans une situation très particulière parce qu'on ne savait pas d'abord si on allait jouer, quand on allait jouer et tout ça. C'était vraiment... Et tout le monde a accepté d'y participer, c'est-à-dire Christian Lacroix pour les costumes, Bertrand Coudert pour la lumière. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose où tout le monde disait on y va, on fait avec les stocks, on s'arrange. Il y avait aussi une énergie, comment dire, une énergie originelle en fait. Il faut que le théâtre advienne, il faut que le plateau flambe, quoi. Il faut que le public revienne, il faut cette chose-là. Et ça fait partie du spectacle. Donc même si on joue maintenant, de toute façon, il y aura cette chose-là. Et je suis sûre que ça fait du bien d'y revenir. Enfin là, c'est ce que je ressens, mais parce là, qu'il y a cette évidence. Ouais. Vous répétez depuis combien de temps ce spectacle? Ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant. Il vous reste une semaine? Il nous reste une semaine, c'est bien. On arrive au plateau, tout ça est très harmonieux. On arrive au plateau au moment où on a besoin de mettre tout dans le bon espace, dans les costumes, avec les lumières. Donc tout ça est tout à fait, tout ça est harmonieux. On le sent encore dans la répétition de cet après-midi. Chacun retrouve ce spectacle comme un vêtement qu'on aime bien porter, et on a grand plaisir à se retrouver dans ce confort-là avec la plupart des acteurs qui se connaissent déjà, les deux nouveaux. Donc voilà, tout ça est très... Les deux nouveaux qui sont Léa Lopez et Pauline Clément, les deux nouvelles. Femmes.
Le spectacle, il est effectivement question de plaisir immédiat et de choses très, finalement, primaires. Mais il est question de théâtre. Est-ce qu'il est question de cette question qui est posée dès le départ, c'est-à-dire est-ce que le théâtre est essentiel à la vie? Est-ce que c'est ça l'enjeu, finalement, si on devait intellectualiser un peu la chose? Est-ce que c'est la question que vous continuez à vous poser qui fait que cette pièce est pérenne? Parce que c'est une mise en abîme, c'est une espèce d'effet miroir de vos vies quotidiennes qui sont transformées par la comédie musicale, de cette troupe. Il est question du théâtre, il est question aussi de cet endroit précisément. Et vous jouez Salle Richelieu. Il ne s'agit pas de parler de tous les théâtres et de toutes les troupes, il s'agit de parler de notre troupe en ce moment, avec les gens qui sont sur le plateau, c'est-à-dire une représentation d'une partie de la troupe, dans ses aspirations, dans leur âge, dans leur pratique. Pour les plus jeunes, de ce qu'ils attendent de cette maison, pour les plus anciens, de ce qu'ils ont... de ce qu'ils en ont tiré, de tous les bénéfices et de toutes les difficultés, des choses que ça a donné. Est-ce que c'est une pièce, par exemple, qui pourrait être jouée dans 20 ans avec d'autres gens? C'est une pièce qui a l'air finalement d'être une espèce de socle sur lequel pourraient venir se greffer d'autres artistes, autre génération. On pourrait dire qu'on ferait ce spectacle sur plusieurs années avec plusieurs distributions, oui, mais je ne sais pas si à un moment donné... y a une chose quand même où d'aller chercher des choses de soi et de les montrer, c'est évidemment quelque chose de très beau et de très plaisant, mais c'est parfois difficile aussi. Et ça a été difficile, là, par exemple, pour refaire une distribution. Pauline Clément et Léa Lopez elles arrivent en cours de route, leur expliquer le principe et leur dire, qu'est-ce qu'on peut se dire? Elles ont compris très vite, parce qu'elles connaissaient, elles avaient vu le spectacle... et puis elles savaient qu'en fait c'est un spectacle où il fallait jouer le jeu, quoi. Il fallait y aller ou pas y aller. Et elles y allaient en connaissance de cause. Et puis elles ont dit oui après qu'on leur a expliqué aussi comment ça fonctionnait. Et donc, mais je ne sais pas si on pourrait faire ce spectacle tout le temps, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué quand même de parler quand on a une vie de famille un petit peu difficile à cause du théâtre, et aussi une vie particulière grâce à ce théâtre et à cette troupe. Tout est ambivalent. Il y a des choses très belles et des choses qui ne sont pas très bien. On est à la fois, nous, sociétaire de la Comédie Française, nous avons un titre nobiliaire en plus, que nous sommes Marina Hans de la Comédie Française. Marina Hans, sociétaire depuis 1er janvier. 15 janvier 2024. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'engagement que ça représente sur des années, de jouer avec les mêmes personnes? C'est une aventure quand même très particulière. Oui. C'est pour ça que c'était bien aussi qu'on fasse un peu toucher ça du doigt aux gens. Vous croyez que les gens savaient la journée de Elsa Le Poivre? Voilà, par exemple, une espèce de course effrénée, de jeu. Est-ce que les gens... il y a beaucoup de rêves, de fantasmes sur cette troupe. C'est une troupe qui fait rêver les gens. C'est plus Elsa, juste. C'est plus Elsa qui la joue, parce qu'Elsa s'en va. Mais c'est quand même la journée maintenant de Julie Sicard. Voilà, la journée de Julie Sicard qui ressemble à la journée de... Voilà. qui passe de Lady Macbeth à... Non, je pense pas que les gens sachent ça du tout. Non. Non, je crois pas. En tout cas, comment c'est vécu, certainement pas. C'est-à-dire... et sans doute, c'est bien de pas savoir. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée que, de toute façon, on existe à partir du moment où on est en représentation, et c'est notre fonction, et c'est ça. Voilà, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et en même temps, il peut y avoir par moment, et c'est une réflexion très personnelle, une forme de malentendu sur le travail de l'interprète. On va beaucoup penser parfois que c'est une forme de narcissisme, une forme d'exhibitionnisme, que c'est quelqu'un qui a besoin de se montrer, que c'est... je sais pas, il peut y avoir un jugement assez dur par moment sur le travail d'un interprète ou d'une interprète. Et j'aime bien, surtout à la Comédie Française, où on peut penser aussi que tout ça est dans les dorures, etc., qu'il n'y a pas la charge de travail qu'il y a, en fait, et de passion, et d'abnégation, et de volonté, tout ce qu'il y a derrière cette chose-là, on peut l'oublier par moments à cause de ce malentendu. Je pense qu'il passe beaucoup par la manière dont les acteurs et les actrices sont médiatisés, que je trouve un petit peu il y a un malentendu à côté de la plaque. Qui peut créer un malentendu.
Ça peut créer un malentendu. Et donc, je trouve ça bien, à notre époque aujourd'hui, en tout cas, de gratter le vernis et de montrer, spécialement ici, parce que c'est ça quand je suis arrivée et que j'ai participé à la création de ce spectacle, c'est ça que j'avais aussi envie de montrer d'exposer aux gens, c'est voilà tout ce travail derrière, non, on n'est pas des imposteurs, on n'est pas des... Enfin, je sais pas, on peut être à un moment donné, c'est pas forcément être pris au sérieux, mais comprendre que ce sont des choix de vie très puissants et qui mettent en jeu beaucoup de choses dans l'entourage, beaucoup de choses dans la famille, et en plus avec les acteurs ici qui sont tellement dans une forme d'abnégation et c'était génial parce que ça c'est un truc que je me souviens quand j'ai commencé à parler parce qu'on avait des rendez-vous avec chacun, etc. Et donc il y avait plein de gens de la troupe, moi que je connaissais pas quand même si je revenais. Il y avait ici, ce qui n'y a évidemment nulle part ailleurs, une forme de timidité, de tout d'un coup dire mais je vais parler de moi. Enfin, il y avait un truc très comme ça parce que c'est la troupe quand même. Et c'est vrai et c'est bien et c'est ce qui fait que cet endroit est unique. Mais donc il fallait pousser un tout petit peu pour que les gens osent à un moment et je crois que ça leur faisait au bout d'un moment ça leur a fait du bien. Mais c'était un exercice totalement singulier pour eux. Oui, c'est vrai. C'était étonnant cette espèce de légère inhibition de dire quoi je vais parler de moi aussi parce qu'il y a pas mal d'acteurs ici qui font très rarement de la promotion ou qui sont qui sont pas sur les plateaux de télé toutes les semaines quoi. Et c'était trop beau de porter tout d'un coup une parole qui était tellement intime à la base et que là on disait mais allez c'est beau, on a besoin d'entendre ça aujourd'hui quoi. C'est une espèce d'anti-culture du tapis rouge, en fait, ce que vous êtes en train de raconter. Un peu, ouais, franchement. L'idée est de dire, ça existe, c'est une forme de narration, le tapis rouge, ça raconte quelque chose, mais c'est de la fiction. C'est une narration très connue, on va dire. On n'a pas besoin de développer là-dessus. En revanche, les acteurs de la Comédie Française, c'est les acteurs du théâtre vivant aussi, en général. Du spectacle, du spectacle vivant, théâtre, des gens... voilà ce que ça peut être aussi, leur manière de travailler, leur manière de réfléchir. Voilà. Alors, vous avez travaillé, vous les avez cités avec Vincent Leterme et Benoît Urbain, qui sont vos directeurs musicaux. Ils sont arrivés au début, ils vous ont alerté, ils ont été vos Jiminy Cricket. Comment est-ce que ça s'est organisé, ce travail avec eux? Parce que finalement, c'est une autre colonne vertébrale dans le spectacle. Il y avait votre idée de comédie musicale, qu'est-ce que vous vouliez raconter sur ce théâtre, sur cette troupe. Et puis après, il y a la mise en musique de tout ça et la faisabilité. Vous êtes posé le sujet de la faisabilité ou vous êtes allé le plus loin? Oui, parce qu'évidemment, déjà, très vite, on nous a parlé... Un spectacle musical, c'est un spectacle cher, parce qu'il faut des musiciens en live, que c'est un budget, que d'avoir que des musiciens... tous les soirs, qui sont là, ça coûte beaucoup d'argent, les costumes de Christian Lacroix, enfin voilà, il y a une forme comme ça, un peu dispendieuse, mais qui est nécessaire, hein. C'est une forme chère, c'est sûr. Nous, quand même, on était dans la réalité, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on n'allait pas avoir un orchestre symphonique de 40 personnes, on savait tout ça, on avait quand même une donnée de base qui était une petite formation, mais il y avait des choses où on a osé demander, et Marina en particulier, tu as été très très opiniâtre, par exemple, en disant ah oui, mais là, par exemple, il faut un trompettiste, et puis même si on peut, ce serait bien que ce soit une trompettiste, parce que là, il n'y a que des garçons. Et moi, j'y avais pas pensé du tout. Et puis, ils nous ont dit, mais oui, bien sûr, il y a des cornettistes, femmes, avec beaucoup de talent. Et là, voilà, il y a des choses comme ça où à un moment donné, on a un petit peu poussé sur le nombre de musiciens, on a un petit peu poussé sur aussi le décor qu'on avait envie de voir, parce qu'on a vu tous les deux un show. Vous êtes allés négocier. On a dit, mais attendez, il nous faut un échafaudage avec des trucs lumineux derrière, etc. Et je voyais, on sentait, on voyait les silences en face, on voyait les têtes un peu comme ça, les poker face, un peu, genre, on prend note, hein, et en se disant, ils vont pas nous l'accorder. On a eu à peu près tout ce qu'on voulait. Enfin, nous, on a aussi ménagé sur certains trucs, mais la maison avait envie aussi de ce spectacle, vraiment. Vous n'avez pas envie de vous limiter. Même si les mots d'Éric Ruff, c'était il s'attendait à un spectacle fragile et artisanal pour découvrir qu'il
Il s'était fait dépasser, déborder par la qualité des comédiens du français, leur génie laborieux. C'est assez beau, le génie laborieux. Ouais. Vous vous êtes étonné vous-même. En fait, vous avez rêvé, et puis à un moment donné, le résultat arrive. Bah, vous les vous êtes acteurs. étonné vous-même. Ah bah, nous, Ouais. non, mais les acteurs nous ont beaucoup étonnés, oui. Oui, pas nous-mêmes, La- mais enfin, je veux dire, oui, Ah ouais. les autres. La confiance qu'ils ont eue quand Ouais. même. Parce que c'est tellement atypique comme spectacle. Ouais, il y avait quelque chose de... voilà, encore une fois, c'était vraiment basé sur une forme de générosité et puis une ouverture, une liberté aussi. Il y avait l'idée de la liberté qui fait beaucoup de bien quand même, à tout le monde en fait, qui est très communicative, quoi. Alors la reprise le 23 mai. Oui. Vous reprenez le 23 mai ou c'est Non, moi Jennifer? c'est plus tard. D'accord. Moi je viens. T'as ta première avant ça. Ouais. Enfin, après ça, pardon. Non, Moi, après. j'arrive en mi-juin, je crois, fin juin. oui. Vous avez votre première avec Pirandello. Ouais. Au Vieux Colombier. Donc, écoutez, on a hâte de vous retrouver dans vos habits de lumière. On a, Ah on oui. a hâte de vous revoir. On est un petit peu déçus, Serge, parce qu'on Pourquoi, s'attendait à pourquoi ce qu'il y ait un lamé. Je ne vous cache pas que les Il était Zélie dedans, il y a pas avaient longtemps. réclamé un Pour ce lamé, soir. et Andrea, en disant on espère qu'il arrivera en lamé. Ah bah, sur scène, oui, mais dans la vie, non, pas du tout. Vous savez, moi, il n'y a pas plus transparent que moi dans la vie, alors vraiment. Hein. Écoutez, franchement, c'est dommage. C'est C'était dommage, l'occasion, finalement, Bah, de ouais, tenter ouais. quelque chose, Serge. Écoutez, si on fait un autre spectacle, je sais pas, voilà, je viendrai un peu dans le costume. Non, mais là, dans l'enceinte du théâtre, c'était jouable, franchement. Ah oui, j'aurais pu. Ça. Bon, c'est Mais quelle comédie. Conception, mise en scène, Serge Bagdasarian Marina. En direction musicale et arrangement, Vincent Leterme, Benoît Je peux dire un truc Urbain. Ah non. Ah si, je dis un truc. Ah non. Parce qu'à chaque fois, on me nomme avant Marina, et j'ai trouvé... sur les C'est affiches- lors d'apparition dans les Mais sociétariats. Alors, voilà, et je trouve ça très grossier. J'ai Mais lutté, n'importe quoi. J'ai beaucoup lutté, tu vas te taire. J'ai beaucoup lutté, non laisse-moi parler juste là-dessus s'il te plaît. J'ai beaucoup lutté pour que le nom de Marina vienne devant, parce que j'ai été élevé comme ça, il y a une forme de courtoisie, etc. Et Marina m'a toujours rigolé au nez en me disant mais c'est n'importe quoi. Mais c'est surtout que j'ai pas du tout été soutenu par la maison. On m'a dit mais c'est comme ça, tu es arrivé avant elle sociétaire, donc c'est toi qui passes en Donc on rappelle la hors de règle. question. Rappelez la règle. Bah oui, la règle. La bien sûr. règle. La règle, c'est C'est très juste. c'est les gens qui rentrent les premiers dans la maison qui sont les premiers à l'affiche. Par ailleurs, c'est quand même un théâtre qui a pratiqué bien avant tout le monde l'égalité des salaires. Ah bah, Donc depuis le on ne début. peut pas dire que la comédie française n'est pas juste. Ça, c'est sûr. Ça, je ne dis pas ça. Mais, Mais- de ce point de vue-là, j'ai voulu changer les choses et je n'ai pas... je Alors l'ai pas- attendez. Conception et mise en scène, Over Marina my Hans dead body. et Serge Bagdasarian. Merci. C'était plus joli comme ça, mais enfin bon. Avec la troupe de la comédie française Anne Kessler, Sylvia Berger, Alain Langlais, Florence Viala, Julie Sicard, Serge Bagdasarian, Nicolas Lormeau, Jennifer Decker et Marina Hans en alternance, Pauline Clément, Johan Gazurowski, Léa Lopez et Nicolas Verdier. Et parfois Mickey le chien. Et la star. La Qui star était dans du le silence. Voilà, qui a franchement Qui fait de pleurer temps en les temps gens. fait un passage avec une collerette. Niki le Ouais. chien, qui est donc accessoirement Non, votre mais lui- chien, mais enfin il a sa vie à lui, il a Absolument. une ouais. vie à lui Il sera et dans une carrière. le Rhinoscope dans pas longtemps. J'espère qu'il n'a pas encore de compte Instagram, qu'il ne fait pas encore Non, j'ai pas Il va se faire très vite au tapis rouge, Niki le chien, on Ah bah, sent. c'est sûr. Il a un potentiel, Bien sûr. il a un peu l'âge, un peu trop rutilant ce chien. Du 23 mai au 21 juillet, mais quelle comédie en alternance. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. La semaine prochaine, ma camarade Judith recevra la distribution du prochain spectacle du Vieux Colombier, les nuits de Don Juan. La dernière nuit de Don Juan, voilà. Au studio, au studio. Au studio, Les démarrages et les chutes sont toujours un peu Mais il y a approximatifs. Nicolas Lormeau qui parle de ça dans le spectacle. Des difficultés par moment à s'exprimer. À s'exprimer, à bien débuter, à bien finir. Merci, bonne semaine à toutes et à tous. Merci.